Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Salut à tous, aujourd'hui il y a Antoine qui est là, qui est entraîneur d'escalade, c'est un de mes clients du programme Audace et Résilience Coach et il m'a dit qu'il avait des questions à me poser. Il avait envie d'en savoir plus sur certains trucs. Et du coup, je me prête au jeu et on va le diffuser sur Obsession Progression. Ça me permettra de continuer de vous sortir des épisodes régulièrement. Voilà, j'imagine que certains d'entre vous se posent des questions sur moi et c'est pas forcément facile pour moi d'y répondre tout seul face à un micro. Donc là, je pense que le fait que quelqu'un me pose des questions, tout simplement, c'est encore plus simple. On y va ? On y va. Du coup, aujourd'hui, je voulais revenir sur un peu tes deux casquettes que tu avais. Tu es à la fois préparateur mental avec des sportifs de haut niveau, mais aussi formateur. Tu formes des coachs au travers de tes différentes formations. Et qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, aujourd'hui, dans ces deux aspects ? Intéressante cette question. Il y a plein de choses qui me font vibrer, mais je pense que déjà, je pourrais repartir de pourquoi, après tout, je fais les deux. On pourrait dire que les deux, ou que les deux, c'est beaucoup, je sais pas comment dire. Au début, quand je me suis lancé comme préparateur mental, je voulais vraiment le faire juste pour les sportifs de haut niveau. Et pour tous les sportifs, d'ailleurs, j'en suis venu après vraiment au haut niveau. Et à ce moment-là, ce que j'avais en tête, c'est que je voulais devenir le meilleur possible pour pouvoir accompagner ces sportifs-là. Et en 2020, quand tout a changé, que j'étais moniteur de snowboard et que j'ai tout perdu, et puis qu'en tant que préparateur mental, les sportifs, je pouvais plus vraiment les accompagner non plus, parce que j'accompagnais des jeunes, des ados, on savait pas pendant combien d'années il y aurait plus de compétition. Donc finalement, les accompagnements, ils ont été suspendus. Et c'est là que j'ai décidé de lancer l'organisme de formation pour les entraîneurs, parce que ça fait longtemps que sur le terrain, je me rendais compte que les entraîneurs avaient des besoins. Ils venaient m'en parler à la fin des conférences, notamment au Ménuire, à Val Thorens. Et donc là, je me suis dit, génial, pendant que les entraîneurs ne peuvent pas coacher les athlètes, ils vont pouvoir se former et apprendre dans la préparation mentale. Et c'est là que j'ai commencé à avoir les deux en parallèle. Et à ce moment-là, c'était presque égoïste d'ailleurs. Je me suis dit, en fait, si tu voulais développer ton activité avec les athlètes et trouver plus d'athlètes qui travaillent avec toi, qui connaît les athlètes ? Les entraîneurs. Donc si tu formes les entraîneurs, c'est génial, parce qu'ils vont t'envoyer après des athlètes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à former les entraîneurs. Et au final, aujourd'hui, ça crée une boucle vraiment super intéressante, dans laquelle, d'une part, moi, je peux exercer vraiment le métier, c'est-à-dire préparateur mental auprès des athlètes, et les expériences que je fais avec eux me permettent de devenir un meilleur formateur pour les entraîneurs. C'est-à-dire que je me vois en aucun cas être, ce que parfois j'ai eu à l'université quand j'étudiais en STAPS, être cet enseignant qui enseigne des trucs alors qu'il n'a plus du tout un pied en contact avec le métier final, j'allais dire sur le terrain. Mais préparateur mental, c'est un métier que je peux faire en salle. Alors je sais pas vraiment si on peut dire sur le terrain ou pas, mais en tout cas, je veux être cet intervenant, ce formateur qui intervient et pas juste qui enseigne. Et donc ça me permet de faire des expériences avec des sportifs aujourd'hui que de niveau international, parce que j'accompagne plus en dessous. Pour ça, j'ai une équipe qui s'en charge. Moi, c'est vraiment les sportifs en équipe de France et autres qui m'intéressent le plus aujourd'hui. Et du coup, ça me fait vraiment vibrer de lier les deux à la fois, parce que d'une part, avec les sportifs, je peux faire ces tests, et d'autre part, avec les entraîneurs, ça me permet de faire deux choses qui me passionnent. La première, c'est que ça me permet de mieux apprendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu formes les autres, tu te transformes toi. Quand tu enseignes à quelqu'un, ça te force toi-même à revoir tes propres idées, à mieux les mémoriser. Et il y a plein de processus comme ça qui se jouent. Et franchement, à l'époque, c'était assez égoïste. En 2020, quand je me suis lancé à former les entraîneurs, je me suis dit, 1, ça va me permettre de rencontrer des sportifs. Et 2, quelle est la pyramide de l'apprentissage ? Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir le meilleur possible à quelque chose ? Pour devenir le meilleur possible, les études disent qu'il faut former quelqu'un à faire quelque chose. Je vais former des entraîneurs à faire ce que je fais. Et comme ça, je deviendrai meilleur à ça. Et puis finalement, les entraîneurs, c'est vraiment une cible aussi que j'adore accompagner pour les challenges que vous rencontrez, notamment sur la dimension personnelle, etc. Donc ça me permet vraiment de lier les deux ensemble. Et je dirais même que l'effet, un peu le bonus de tout ça, c'est que quand j'accompagne mes sportifs en comprenant qu'est-ce qui se joue chez les entraîneurs, ça me permet de mieux accompagner les sportifs, soit en les aidant en faisant des séances de médiation des fois avec les entraîneurs, parce que quand tu comprends que le coach, lui aussi il joue sa carrière, lui aussi il peut être extrêmement stressé, lui aussi il dort pas la nuit, lui aussi quand l'athlète va en compétition il a peur que l'athlète rate,
parce que ça signifie des choses à propos de ses compétences en tant que coach. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Comme moi, je peux voir tout ça du côté des entraîneurs. Quand j'interviens auprès des athlètes, même si c'est pas forcément l'athlète de l'entraîneur, d'avoir cette perspective globale, je pense que ça m'aide à vraiment mieux les accompagner. Ok, super. Et quels ont été les plus grands défis auxquels tu as dû faire face dans cette transition, dans aller vers la formation de coach? Au début, comme beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs, je me sentais pas du tout légitime. Et en fait, ça s'est arrivé à plein de moments de ma carrière. C'est arrivé d'ailleurs à l'époque où j'étais préparateur physique et je suis devenu prép physique pour la Fédération française de ski. D'un coup, c'était au plus haut niveau et là, je sais pas qui je suis moi pour faire la prép physique, ces gens-là. Et puis après, quand j'ai voulu migrer vers le métier de préparateur mental, parce que ça faisait des années que je m'y intéressais, je me dis les gens ils vont me regarder comme un prép physique, ils vont me dire mais qu'est-ce que tu fais là toi, à t'intéresser à la préparation mentale, c'est pas ton métier. Donc à l'époque, je me suis fait coacher en 2018 pour pouvoir dépasser ces peurs-là. C'était par un coach d'ailleurs qui s'appelle Johan et qui depuis est un ami très proche. Et c'est marrant parce que j'ai décidé à l'époque, en 2018, de me lancer donc comme préparateur mental, après l'avoir fait longtemps bénévolement. Mais tu sais, il y a un peu ce moment où tu passes de « je suis bénévole, c'est gratuit et tout » à « non, en fait, je vais demander aux gens de payer pour passer du temps avec moi ». Donc, il y a comme un cap à franchir que j'ai franchi à l'époque. Et en fait, en 2020, donc quand il y a le Covid, que tout s'arrête et que je me dis « mais l'idéal pour les entraîneurs et pour moi, ça serait que je forme les entraîneurs », j'ai eu toutes ces peurs qui sont revenues avec qui je suis moi pour former les entraîneurs. J'ai pas été entraîneur, j'ai été moniteur de snowboard, donc c'est vrai que j'ai un diplôme d'entraîneur, mais le snowboard c'est souvent un sport de loisir et pas forcément de compétition, en tout cas tel que moi je pratiquais ce métier d'éducateur sportif. Et en plus, ajoute à ça le fait que j'ai pas été entraîneur de niveau olympique, comment est-ce que je pourrais former des entraîneurs d'équipe de France? Et donc j'ai eu à dépasser tous ces trucs-là, et au final c'est assez marrant de voir que maintenant j'ai des entraîneurs d'équipe de France, de hockey sur glace, de biathlon, de ski qui viennent me voir. Non pas parce que j'ai moi-même été entraîneur au niveau où eux ils étaient, mais plus pour l'expertise que j'ai avec des athlètes médaillés en Coupe du Monde, etc. Et ils se disent, tiens, si Nathan il peut accompagner des athlètes de ce niveau-là, probablement qu'il pourra m'accompagner moi en tant qu'entraîneur. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, à la fois en tant que préparateur mental, puis un peu plus tard en tant que formateur pour les entraîneurs, j'avais du bas niveau. Et pourtant, je rêvais d'avoir du haut niveau, mais en vérité, si je regarde un peu où j'en étais, je pense que je méritais d'avoir du bas niveau et que du bas niveau, entre guillemets. Parce que les problèmes sont beaucoup plus faciles à résoudre, je trouve, chez de jeunes athlètes que chez des athlètes au plus haut niveau mondial. C'est un peu comme en ski. Il sait même pas faire du chasse-neige, c'est plus facile de lui enseigner que s'il s'agit de comment sauter des barres rocheuses. Et je trouve ça, au final, assez génial que j'ai eu à accompagner des athlètes progressivement de plus en plus haut niveau. Pareil pour les entraîneurs, progressivement de plus en plus haut niveau, parce que les problématiques deviennent de plus en plus complexes. Et j'ai envie de dire, au fil d'une carrière, ça se fait. En un an, non. Mais au moment où j'en parle, ça fait plus de 6. Et ouais, c'est assez génial que ça se déroule comme ça. Quel a été l'accueil du monde du coaching par rapport à ce que tu voulais apporter? C'est vraiment ce que les entraîneurs dont j'avais le plus peur quand je suis passé de préparateur physique à prép mental, ceux dont j'avais le plus peur qu'ils me jugent, en fait, ils m'ont dit « Ah, mais toi, tu fais ça maintenant ? Ah, c'est génial, je vais t'envoyer des athlètes. » Parce qu'en fait, vu qu'ils appréciaient mon travail en tant que prép physique, ils se sont dit que cette relation, et des fois, on m'a dit « Nathan, toi, t'es monsieur professionnel. » C'est une des qualités qu'on m'attribuait. Et donc, en fait, ils se sont attendus à ce qu'ils retrouvent la même chose sur l'aspect prépa mental. Et c'est souvent un truc que je remarque chez les gens, c'est que on a beaucoup plus peur de ce que le monde extérieur pourrait nous dire que de ce que le monde extérieur va réellement nous dire. D'ailleurs, souvent, ils s'en foutent. Tu vois, quand tu t'apprêtes à faire une vidéo sur YouTube, t'as beaucoup plus peur d'être critiqué que ce que tu seras réellement critiqué. En général, quand tu commences, personne va la voir, ta vidéo. Donc ça va. Et ouais, j'ai l'impression que ça a été accueilli de cette manière-là. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais, c'était... De toute façon, je m'attendais pas à savoir comment ça a été. J'avais pas d'idée préconçue dessus. Et du coup, quel est ton plus gros défi aujourd'hui ? Aujourd'hui, maintenant qu'il y a des entraîneurs qui te sollicitent, il y a des athlètes qui te sollicitent, quel est toi le plus gros défi auquel tu fais face ? S'il y en avait qu'un, ça serait simple. Et puis il y a ceux que j'ai envie de relever et ceux que j'ai pas vraiment envie de relever. Okay. Si on reste vraiment sur l'aspect intervention, parce que tu sais, il y a plusieurs choses dans ce que je fais aujourd'hui, notamment une partie entrepreneuriale, qui est comment je fais pour travailler avec des entraîneurs et leur donner envie de travailler avec moi, pareil avec les athlètes. Et puis j'ai tout l'aspect aussi management d'équipe, parce j'ai 6 personnes qui travaillent chaque mois avec Ready to Rock. Donc je suis aussi chef d'entreprise, en plus d'être coach mental et formateur. Et donc si je parle des aspects spécifiques à l'intervention, je pense qu'avec les sportifs, c'est de devenir beaucoup plus fin dans les accompagnements. Ce que je veux dire par fin, c'est que
Avant, quand j'accompagnais des ados de 13 ans qui faisaient du ski, ils avaient tellement un état d'esprit pourri que je pouvais presque arriver avec mes gros sabots quand ils me disent ah mais Nathan, moi j'ose pas prendre un tir parce que si je le rate ça veut dire que je suis nul. Ben je pouvais utiliser des techniques de base de préparation mentale sur du recadrage de sens par exemple, de la futurisation, des techniques de changement de croyance, et en fait très rapidement pour eux ça allait être un boom énorme, gros changement de perspective, ils passaient un cap, et puis en plus à cet âge-là quand ils passent un cap ça se voit immédiatement dans les résultats. Si c'est pas immédiat dans les résultats, ça transforme leur épanouissement personnel et les trucs bougent de façon énorme. Alors que, presque des fois je me plains de ça, avec les sportifs de très haut niveau, ben déjà il suffit pas de libérer une croyance, même si c'est un gros changement, pour que d'un coup ils deviennent champions du monde. Déjà faut attendre les championnats du monde qu'ils aient lieu, et puis en plus il y a tellement de facteurs de performance qui se mélangent que c'est un peu plus complexe que ça. Ce qui rend le défi aussi difficile pour moi, par exemple cet hiver, là on est en hiver 2024, et j'ai eu, je pense j'ai eu un mois de janvier où j'ai plein d'athlètes qui me contactent en me disant, et des fois que j'accompagne depuis longtemps, hein, en me disant, bah là Nathan, en ce moment j'ai pas les résultats que je veux, ça va pas, etc. Puis je fais une semaine en février où en 7 jours, j'ai 4 athlètes qui au plus haut niveau international deviennent médaillés, dont 3 qui sont victorieux. Et tu sais, t'as des semaines comme ça où c'est même pas toi qui es sur la neige, mais pourtant tout marche. Et je peux voir que certains athlètes pour qui ça marche à ce moment-là, bah, y en a, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. D'autres, ça fait peut-être plutôt 5 mois. Et c'est d'arriver à prendre de la distance aussi avec les résultats qu'obtiennent les athlètes à un instant T. Et aussi de gérer des sujets que j'appellerais beaucoup plus lourds. Dans le sens où, plus ils sont à haut niveau, plus toute leur vie, à la fois professionnelle, sociale, financière, physique. Genre, quand t'accompagnes un snowboarder en Coupe du Monde, les risques physiques sont plus élevés qu'un skieur de 12 ans, parce qu'ils font pas vraiment les mêmes challenges. Et de l'implication derrière aussi, pas la même. Ouais. Et le fait qu'il y ait tout ça, c'est un challenge plus grand. Je te donne un exemple. Il y a un des athlètes de haut niveau que j'accompagne. On part sur un accompagnement ensemble. Sur 10 séances, on signe et tout ça. Et première séance où il arrive, alors que c'est un gars qui veut aller aux Jeux Olympiques, qui est en Coupe du Monde. Je dis pas dans quel sport pour la confidentialité, mais première séance, il me dit, bah voilà, je suis tombé aujourd'hui. Et ça me saoule en fait, j'ai eu trop peur, j'ai manqué de vraiment me blesser, donc j'ai envie d'arrêter ce sport-là. Je veux qu'on parle ce soir de comment je peux arrêter ou pas ce sport, parce que j'hésite trop là avec ce qui m'est arrivé aujourd'hui. En plus j'ai pas les résultats que je veux depuis des mois, j'ai envie d'arrêter. Et tu sais, quand c'est ta première séance, que en plus c'est l'entraîneur qui t'envoie l'athlète, donc l'entraîneur il a presque une demande envers moi, tu vois, et il s'attend à ce que je puisse l'aider à mieux accompagner cet athlète, et que la première séance avec l'athlète il me dit je veux arrêter. Et qu'en plus quand dans ma tête, il y a des années, je me dis je vais accompagner les athlètes de niveau olympique, ça va être fantastique. Je m'attendais pas à ce qu'un jour... Avoir des problèmes d'athlètes olympiques. Des problèmes d'athlètes pas motivés, tu vois, des problèmes d'athlètes qui veulent arrêter. Moi, je me disais, les olympiques, ils veulent y aller à fond et tout. Et donc, quand ça me tombe là-dessus, ça, à la première séance à gérer, en fait, c'est costaud. Et d'ailleurs, pour si ça t'intéresse, pour l'anecdote, j'étais tellement... j'ai bien travaillé sur moi que la façon dont j'ai libéré la séance à ce moment-là, c'est de lui dire, ok, tu veux arrêter ton sport, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi si tu arrêtes ton sport, par exemple, dès aujourd'hui, puisque c'est ce que tu souhaites faire. Et tu vois, plutôt que d'avoir peur et d'essayer de le maintenir dans son sport, parce que j'ai les attentes de l'entraîneur qui font qu'il faut que je le garde motivé, cet athlète ou quoi que ce soit, j'y suis vraiment allé libre en mode, ok, on va aller voir si t'arrêtes, qu'est-ce qui se passe. Et quand le sportif s'est rendu compte que les problèmes psychologiques pour lesquels il voulait arrêter maintenant sont exactement ceux qu'il allait retrouver ensuite dans ses études et dans le reste de sa vie, il s'est dit, mais en fait, si j'arrête maintenant pour ces problèmes-là, ça sert à rien parce que je vais les rencontrer ailleurs. Donc autant que je mène mon projet à fond et que ça me pousse à dépasser ces problèmes-là sur le plan psychologique, pour qu'ensuite, quand j'irai dans le reste de ma vie, et notamment ma vie professionnelle plus traditionnelle, mes études et tout ça, que j'ai pu capitaliser là-dessus. Et finalement, c'est une technique de coaching dont on peut parler, qui est quand je visite une décision possible jusqu'au bout de la décision, plutôt que de juste envisager la décision, si mentalement je la visite, je visite toutes les implications que ça pourrait avoir, ça me permet presque de prendre la décision comme si j'avais déjà vécu. Et donc on gagne du temps. Puis des fois on évite de faire des chemins dans lesquels tu pourrais pas faire demi-tour. Donc je dirais que les plus gros challenges que j'ai aujourd'hui en tant que coach, c'est que le niveau des problèmes qu'on m'amène est quand même sacrément plus élevé qu'avant. Ce qui d'ailleurs est assez flippant parce que au début, quand tu évolues en termes de compétences, tu te dis, là je me forme, tu vois, moi j'ai investi plus de 44 000 € en formation
D'ailleurs, ça fait. J'ai pas fait le calcul en 2024, mais il va falloir que j'en rajoute. J'investis plus de 44 000 euros en formation, ça fait presque 10 000 euros par an ces dernières années, chaque année. Et au fur et à mesure, je me dis, bon, Nathan, tu vas avoir un niveau de compétence sur lequel tu peux t'asseoir et ça va être bon, quoi. Mais en fait, vu que le niveau des gens que j'accompagne et les problèmes qu'ils m'amènent sont de plus en plus complexes, je m'arrête jamais d'être en difficulté. Et c'est un peu embêtant. Surtout au moment de former des entraîneurs, de savoir que moi, j'ai encore des difficultés dans ma pratique. Que des fois, tu vois, par exemple, cette semaine, je fais une séance avec un Olympien. Et après 30 minutes de séance, c'était notre 5e séance, il me dit non mais tu sais Nathan, si t'as pas de solution pour moi, tu me le dis, je prends la porte et je m'en vais. Ok, donc là il va arrêter l'accompagnement parce que ça fait 30 minutes que je lui pose des questions et que je lui ai pas proposé de solution. Bon, déjà en coaching, c'est pas forcément nous qui allons proposer des solutions à l'autre, on essaye de le faire venir chez lui. Et c'est ça qui l'énervait en fait à ce moment-là de la séance, c'est que lui il voulait que je lui dise quoi faire et moi j'allais pas faire ça à ce moment-là. Et bon, finalement c'était assez génial parce qu'il s'est rendu compte que ce niveau de frustration et de colère qui montait, c'est ce qui se passe dans sa vie à tous les endroits où il trouve pas de solution. Et donc j'ai bien compris qu'à ce moment-là, c'était pas contre mon niveau d'expertise qu'il avait quelque chose, juste ça parlait de lui. Et heureusement, ça c'est tout le travail sur soi que je peux faire à la fois en supervision, en me faisant coacher moi-même, qui m'aide à gérer ce type-là de situation. Mais en même temps, un jeune de 12 ans, d'habitude, il me dit pas Nathan, si t'as pas de solution, je me casse. Tu vois. Ils ont pas vraiment cette confrontation-là qu'un athlète et adulte de plus haut niveau peut avoir. Donc ouais, voilà les trucs qui me challengent aujourd'hui. Ok. J'ai une dernière petite question, un peu plus personnelle. On a fait une conférence avec un entraîneur de l'équipe de France de skiathlon, et il a dit quelque chose qui m'a marqué, c'est que, effectivement, en tant qu'entraîneur, nous, comment on est, comment on vit, va aussi influencer sur comment on coach. Toi, qui es passionné par ce que tu es en train de construire, par rapport à Ready to Rock, par rapport à ta préparation mentale, par rapport à toutes tes formations, comment tu arrives à allier les deux, ton espace perso, ton espace professionnel, et comment justement tu arrives à faire cet équilibre pour t'assurer que dans ton espace professionnel, tu sois bien prêt à répondre aux besoins des autres. Waouh, elle est géniale cette question, et en même temps elle est difficile à répondre parce que je me la pose au moins depuis 2018, et je dirais je me la pose au moins tous les mois. J'ai vu un tas de professionnels différents pour m'accompagner par rapport à ça. Au début, une psychologue du travail, puis là, en janvier 2024, je me suis fait coacher 3 fois, dont 2, je pense, sur ce sujet-là. Et en fait, ce qui est marrant avec ce sujet, c'est qu'il n'arrête pas d'évoluer non plus. Donc si je le reprends, quand tu dis, voilà, en tant que coach, comment on est nous, ça va beaucoup influencer notre coaching. Et on pourrait parler même d'écologie personnelle. Ouais, tout à fait. Et tu me dis, comment est-ce que tu lis l'aspect perso au reste ? Alors déjà, il y a un truc que je voudrais dire, c'est que je ne crois pas du tout à l'équilibre. Et qu'il y a beaucoup de gens qui vantent l'équilibre, l'importance de l'équilibre pro-perso, etc. De la même manière que je crois pas que pour un sportif de haut niveau, on recherche un équilibre. Genre pour moi, faire du sport de haut niveau, c'est pas l'équilibre entre le temps passé en famille et le temps passé à s'entraîner, tu vois. Okay. C'est de sacrifier et de faire des choix sur des prix à payer, des choses que tu vas pas faire, etc. pour un projet. Donc, pour moi, c'est pas comme un équilibre qu'on pourrait mettre à plat. Par contre, c'est dans ce déséquilibre que tu crées volontairement parce que c'est ça qui te permet d'atteindre ce que tu veux. Par exemple, une réussite, qu'elle soit sportive ou entrepreneuriale ou quoi que ce soit. Dans ce déséquilibre-là, comment tu fais pour pas non plus tomber ? Et ça me rappelle beaucoup le ski alpin, si tu veux, où en fait, le ski, c'est un sport de déséquilibre. C'est-à-dire que la seule manière d'aller vite autour des piquets en ski, c'est de créer du déséquilibre. En gros, si tu te penches pas, tu peux pas tourner et tu peux pas faire la course. Mais par contre, quand tu te penches, c'est à quel point tu te penches pour ne pas non plus te casser la gueule. Et donc, je trouve que dans la vie, il y a ce truc-là à avoir en tout cas pour moi, qui est comment est-ce que je peux créer un déséquilibre suffisamment grand pour que, par exemple, mon business avance, pour que mes compétences se développent. Oui, parce que quand je fais le choix, par exemple, de pas prendre de vacances pour partir à la place une semaine me former, je suis pas en train d'équilibrer ma vie perso, mes vacances et mon boulot. Mais par contre, ça va me permettre d'accélérer beaucoup plus d'un point de vue business, parce que mes compétences vont grandir, je pourrai mieux accompagner les sportifs, etc. Et donc il y a ces choix-là, et parmi les stratégies que j'ai trouvées pour trouver des solutions à tout ça, il y en a plusieurs. La première, c'est que si on parle des vacances, d'ailleurs les 3 premières années où j'ai développé mon activité, j'ai tout simplement pas pris de vacances. Et après, quand j'ai pris des vacances la 5e année, j'ai pris 3 semaines consécutives, et là je me suis rendu compte qu'en 3 semaines, j'avais pris plus de vacances qu'en 3 ans. Et ce à quoi je crois beaucoup,
C'est cette idée d'ailleurs que le psychologue clinicien, là, Albert Moukébert, il en parle beaucoup, d'ailleurs je recommande son livre, qui est vraiment fantastique. Il dit, ça serait complètement débile que le premier jour du mois, je mange toute la nourriture que je vais manger ce mois-ci, et qu'après je ne mange plus. Et pourtant, c'est comme ça qu'on a tendance à considérer comment devraient être les vacances. Comment devraient être... tu sais, parce que souvent, on bosse de ouf, puis après, on prend des vacances pour couper. Ouais. Et donc moi, j'essaye plutôt de prévoir une vie dans laquelle, sans avoir besoin de vacances, je peux aller bien. Okay. Et aujourd'hui, ça correspond à trouver des moments de sport dans la semaine, parce que je peux pas ne pas faire de sport pendant un mois, puis partir en vacances et en faire tous les jours pendant une semaine. Ce serait pas adapté. Donc je dois avoir ces moments-là toutes les semaines, et je dois avoir des moments aussi... moi, quand je travaille pas, ce qui est assez rare au final, mais quand je travaille pas, les moments que je vais passer, c'est souvent donc soit à faire du sport, soit franchement être sur le canapé ou au cinéma et regarder des films. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Plus rarement, mais passer du temps avec des amis pour avoir des conversations profondes dessus. Pas aller au bar, rencontrer plein de monde. En fait, je suis pas très extraverti, contrairement à ce que ça peut faire croire toutes les conférences que je donne où il y a des dizaines ou centaines de personnes. Moi, ce que j'aime, c'est être en petit groupe, genre en petit groupe de 2, et avoir des conversations très profondes sur des sujets. Et ça, ouais, ça me permet de couper. Et puis, autre chose que j'ai remarqué, c'est que à l'époque où j'étais moniteur de snowboard, j'étais obligé d'être en relation avec des gens de 9h à 17h et d'enchaîner les heures de cours et d'avoir plein de monde. Et ce que j'aime maintenant dans mon nouveau métier, que j'appellerais préparateur mental et entrepreneur, c'est que je vais avoir des moments où je suis tout seul derrière mon ordi, ou même tout seul derrière mon micro, en train d'enregistrer des épisodes de podcast, ou en train de faire des mails, ou en train de gérer des pages pour mon site web. Enfin, genre ces moments-là où je suis tout seul et où je suis sans agenda aussi, parce que je peux décider ce matin-là de pas me lever à 8h, mais de me lever à 9h, ou même à 10, et de faire le boulot plus tard. Et ça me permet vraiment d'avoir mon écologie personnelle, tu vois, où j'ai des moments où je suis pas avec des gens, où je peux gérer mon emploi du temps comme je veux, et où, en fonction de l'énergie que j'ai, je peux tout donner à ce moment-là, ou pas, et reporter plus tard. Et je sens que des fois, si je lève le pied quand ça va pas, et ben en fait, l'énergie va revenir à un autre moment. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément cette chance-là, parce que quand t'es entraîneur et qu'il y a entraînement à 18h, ben c'est le moment où il faut être chaud, quoi. Les athlètes sont là. Mais en même temps, rassurez-vous, pour moi, j'ai la même chose, hein. Quand j'ai un rendez-vous qui est prévu, surtout avec les sportifs de haut niveau, et depuis des années, moi, je n'annule pas ou extrêmement rarement les rendez-vous. Je les reporte pas non plus quand ça va pas bien, parce que je sais qu'il y a quelqu'un dont tu dois t'occuper. Enfin, souvent, les athlètes, ils ont peu de disponibilité pour faire les rendez-vous. Donc, quand ils peuvent, ben, c'est le moment de le faire et pas de le décaler. Ce qui demande d'être... je dis souvent que pour pouvoir accueillir l'athlète, il y a besoin d'avoir de la place en soi pour l'accueillir. Et donc, ça veut dire avoir auparavant bien caler le sport, bien caler les temps de repos, pour que quand j'arrive en séance, je sois frais et disponible. Et pas plus tard que, tu vois, début 2024, une des prises de conscience que j'ai eues, c'est que le meilleur rythme pour moi, ce serait d'avoir au moins une séance par jour. Mmh. Au moins un rendez-vous avec quelqu'un et d'aller en profondeur. Et maximum 3. Okay. Et en fait, ça, c'est un peu le sweet spot, tu vois, qui est si j'ai 0, ben 0, ça peut aller pendant 2 jours, tu vois, genre un week-end, je peux ne pas coacher pendant 2 jours et me sentir bien, mais j'ai essayé pendant ma période de vacances de 3 semaines de ne coacher personne pendant 3 semaines, et j'allais pas bien. Parce que moi, ce qui me nourrit le plus, ben en fait, c'est de coacher des gens, c'est de les voir évoluer, c'est d'avoir des conversations profondes sur la psychologie et tout. Et donc, je sais qu'il m'en faut au moins une par jour, on va dire au moins 4 jours par semaine. Et puis par contre, si j'ai plus que 3 séances par jour, genre les jours où j'en fais 4, ben je peux faire une journée comme ça, des fois même ça m'arrive d'en faire 5, parce que... mais si je peux pas faire ça 3 jours de suite. Sinon, je sens que vraiment mon niveau de qualité en séance, mon niveau de fraîcheur à l'autre, ou même la vitesse à laquelle tournent mes idées, ça diminue. Et donc j'essaye d'organiser ma vie de cette façon-là. Ce qui fait que des fois, ben je bloque des créneaux, parce que si je sais qu'aujourd'hui j'ai déjà 2 séances, hop, je vais en faire moins. Et du coup, la recommandation que je pourrais donner aux entraîneurs, et je parlais récemment avec un entraîneur d'équipe de France d'ailleurs, où ce qui lui est arrivé, c'est que il s'est cassé gravement la cheville, genre arrachement osseux et tout ça. Et d'un coup, il pouvait plus faire tout ce qu'il faisait avant. Il pouvait plus être à fond pour ses athlètes. Il pouvait plus être méga impliqué, puisque il avait les béquilles et quelque chose l'en empêchait. Il s'est rendu compte, déjà, que les athlètes faisaient des très bonnes séances, étonnamment, et qu'en étant moins présent auprès d'eux, bah, il y avait des avantages, il y avait des choses qui se passaient. Et je pense que ça l'amène complètement à reconsidérer à quel point je dois être au taquet pour aider les autres. Parce qu'en fait, quand j'en fais moins pour les autres, ça les rend parfois plus autonomes. Et donc, si les entraîneurs m'écoutent et que quand je leur dis que je fais qu'un certain nombre de séances par jour, que j'essaye d'organiser mon temps de récupération mentale, s'il y en a qui m'écoutent et qui se disent « Ah mais moi Nathan, je peux pas faire ça, je suis trop au taquet », eh ben je répondrai « Oui,
Et en même temps, comment tu pourrais faire pour qu'en étant moins au taquet, ça soit utile à toi et à tes athlètes? Ok, super. Du coup, si je comprends bien, c'est toi, ce qui est important pour toi, c'est d'identifier, d'avoir qu'est-ce qui te nourrit et de quel volume ça représente pour toi dans une journée. Justement, à quel moment ça devient trop. Oui, parce qu'en fait, ce qui te nourrit, ça peut aussi te vider. Voilà, exactement. De toute façon, c'est si ce qui te demande de l'énergie. Si t'aimes le crossfit et que t'en fais trop, à un moment donné, je peux plus lever les pieds, ça marche pas, quoi. Donc, d'un côté, identifier qu'est-ce qui te nourrit dans ton métier et quel volume. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui te permet de recharger et à quel volume de fréquence. Pour toi, c'est ça qui te permet de soutenir. Et j'ajouterais, qu'est-ce que la société dit qui est important, mais qu'en fait, toi, tu t'en fous. Et moi, par exemple, je peux ne pas passer de temps en famille pendant genre 2 mois. Et désolé, famille, mais ça change pas grand-chose, en fait. Alors que si je fais pas de sport pendant ne serait-ce que 3 jours, et là, j'ai eu vraiment des grosses difficultés parce que je me suis fait opérer de l'épaule en septembre. Et donc, pendant 2 semaines, je pouvais pas bouger. Puis après, il y a eu 3 mois avant que je fasse réellement un peu de sport. Ben, je peux sentir l'impact dramatique que ça a eu dans ma vie. Alors que je peux pas voir mon père pendant 3 mois et ça change pas grand-chose, en fait. Donc, je pense que c'est aussi sortir de l'injonction sociale de il faut ne pas travailler le dimanche. Non. Si tu veux, tu peux. Si t'en as envie. Il faut voir sa famille régulièrement. Non, je crois pas. Donc tu vas sortir de tous ces trucs-là pour faire en fait ce qui correspond à soi. Et prendre du recul pour se dire, tiens, est-ce que le rythme que j'ai là, il me convient ou pas? Parce que ça, vraiment, c'est un challenge que j'ai eu. Qui est que tu peux trop facilement tomber dans un rythme qui te convient pas. Parce que si tu décides pas ton rythme, si tu bloques pas ton agenda, quelqu'un va le remplir pour toi. Pas méchamment, hein, mais si l'agenda est libre, les gens vont rentrer dedans. Tout à fait. Ok. C'était chouette que tu me demandes tout ça. Merci. De rien. Alors, dites-moi si cet épisode un peu plus personnel vous a plu. Auquel cas, vous pourriez m'en parler, par exemple, en contactant l'adresse email qui est dans la description, ou sur Instagram, Nathan Delacoste. Ce sera vraiment génial. Dites-moi si vous voulez plus d'épisodes comme ça à propos de moi, parce que c'est vrai que j'en fais beaucoup à propos des athlètes. Auquel cas, on pourrait reproduire ça. S'il y en a parmi vous qui veulent me poser des questions, qui iraient sur le podcast à la fin, ben, pourquoi pas, dites-le moi, on verra ce qu'on fait. Et puis, à la prochaine. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!